on est dans toutes les limites des indépendances africaines. C'est-à-dire que l'indépendance africaine, en fait, elle a été accordée ou consentie par la Cinquième République naissante du général de Gaulle, un peu avec la main forcée. C'est l'époque où les États-Unis favorisaient la décolonisation. Ils avaient déjà décolonisé l'Empire britannique. Ensuite, ça a été le tour de la France et les derniers qui décoloniseront, ce sera les Portugais. De Gaulle avait au départ en vue tout à fait un mécanisme différent de ce qui s'est passé. Il voulait garder un espèce d'ensemble géopolitique qu'il voulait appeler la communauté française. Le CFA, par exemple, c'était le front de la communauté française. C'était la visibilité des mécanismes économiques. Il y avait des mécanismes politiques, c'est-à-dire que la France était un peu la marraine ou le parrain, au sens mafieux du terme, des régimes africains. Il y avait des dispositifs militaires, la France souhaitait rester présente. Il y avait des dispositifs économiques, les principaux, c'est-à-dire que sans le précaré français, la France, c'est une petite puissance en Europe. Elle en a besoin pour son économie. On a donc mis au point, dans les années 58 à 62, ce qui est devenu la France-Afrique. La France-Afrique, c'est un terme qui est apparu à la fin du XXe siècle sous la plume d'un écrivain qui s'appelait Cyril Versgraff, mais la réalité de la France-Afrique, ce sont les années 58-62. Ça ne s'est pas mis au point au Niger, ça s'est mis au point au Cameroun. Le Cameroun a une particularité, c'était dans le précaré français le vilain canard. C'était une ancienne colonie allemande qu'on avait francisée de force pour sa partie, donc revenue à la France, une partie étant revenue aux Britanniques, qui a fini soit annexée au Nigeria, soit ayant fait retour, mais avec des grands problèmes au Cameroun. C'est la fameuse naissance de la crise anglophone. Elle naît à l'époque, et donc le Cameroun était mal vu dans l'Empire. Il y avait un mouvement indépendantiste qui était celui de l'UPC. L'UPC, c'est le FLN camerounais. L'UPC, c'était un mouvement qui est à l'origine, avait été fondé par un instituteur français. Il s'appelait Gaston Donat. Il avait reçu la carte numéro 1 de l'UPC. C'est lui qui a été le mentor des grands indépendantistes camerounais, comme Niobé, Félix Moumier, etc. Et les Français avaient réagi de la même façon qu'en Algérie. Il y avait une guerre coloniale qu'on a appelée la petite guerre d'Algérie, parce qu'elle s'est faite avec les mêmes méthodes. Elle dure de 1956 à 1971 et donc les Français vont continuer à être présents militairement. Elle va, contrairement à l'Algérie, se terminer par une victoire complète des Français, puisqu'ils vont imposer les modèles. Entre 58 et 61, la France au Cameroun, elle définit un ensemble d'accords d'association. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle du Cameroun. Il y a notamment la possession des ressources du sous-sol camerounais, il y a des accords militaires, il y a l'encadrement de l'armée, et c'est les accords conclus au Cameroun qui vont servir de modèle dans tous les pays africains. En 1960, il y a 18 pays africains, la plupart français, qui accèdent à l'indépendance, mais c'est une indépendance confisquée, volée. On met au point les mécanismes de la France-Afrique. Il y a un homme qui est l'architecte de tout ça, c'est le monsieur Afrique de Gaulle, c'est Jacques Foccart. Jacques Foccart, il faut aussi savoir que c'est l'homme des polices parallèles et des services secrets de Gaulle en France. C'est l'homme de ce qu'on a appelé les barbouzes. Aussi bien pendant la guerre d'Algérie qu'en Afrique ou en France, c'est l'architecte de tout cela. C'est lui, par exemple, qui construit le fameux service d'action civique qui fera scandale une dizaine d'années plus tard. Le régime de Gaulle, c'est officiellement un régime démocratique, mais en fait,
De Gaulle arrive au pouvoir sur un coup d'État constitutionnel appuyé par l'armée en Algérie. C'est l'opération Résurrection en 1958. Et le régime est structuré sur ces barbouzes. La France-Afrique au Niger comme ailleurs, elle se construit sur les barbouzes. L'historien de la France-Afrique, donc Jean-Pierre Basse, il a écrit l'histoire des réseaux Focard dans les années 60. Il a appelé son livre La fabrique des barbouzes. Parce que le modèle va être les françaises construisent les services secrets africains, construisent les polices politiques africaines, et tout cela dans un cadre qui est un cadre underground, puisque, comme le terme le dit bien, les barbouzes ne sont pas les services secrets officiels. La France-Afrique se construit au Niger, au Cameroun ou ailleurs, sur plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est la présence militaire officielle, c'est-à-dire celle de l'armée française, des services secrets français, c'est le SDEC à l'époque. Deuxième pilier, c'est les barbouzes, c'est les réseaux Focard. Troisième pilier, ce sont ce qui est en train de se construire, les multinationales françaises, au premier rang desquelles il y a la multinationale du pétrole Elf, qui s'appelle Total aujourd'hui. Les barbouzes imprègnent tout. En 1975, lorsque Giscard d'Estaing se sépare de Focard, mais pas de la France-Afrique, puisque c'est l'adjoint de Focard, Journiac, qui devient le patron, Elf engage les barbouzes et Focard pour construire un service secret privé, sous prétexte de constitution d'un service de sécurité. C'est les barbouzes de Elf. Le service de sécurité Total, Elf étant devenu Total à la fin du XXe siècle, il est toujours en place actuellement et on en trouve toujours des traces en Afrique, par exemple dans la déstabilisation du Tchad, dans les tentatives de coup d'État, il y en a eu plusieurs pour le président de Guinée équatoriale, Obiang Bassogo, etc. Il est exact, l'accord de RFI, et je suis surpris d'ailleurs que RFI soit en aveu, puisque RFI, c'est l'organe de propagande du Quai d'Orsay, mais RFI a raison quand il dit que l'emprise n'a jamais été aussi forte, c'est-à-dire que à partir des premières années du XXe siècle, il y a le prétexte double, celui de la piraterie dans le golfe de Guinée et en Somalie, celui du soi-disant la guerre contre le terrorisme un peu partout en Afrique, qui a vu l'explosion des mouvements djihadistes que vous appelez tafkiristes. Au début du siècle, il y a les gens d'Al-Qaïda qui forment ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Aujourd'hui, il y a des djihadistes qui sont présents dans toute l'Afrique. Il y a les historiques, les Shebab en Somalie, implantés, eux, par les Américains à partir des années 1990, avant même ACMI. Il y a les gens d'ACMI qui sont dans toute l'Afrique. Il y a enfin maintenant la branche de Daesh. La branche de Daesh qui a fait éclater le mouvement djihadiste international en mouvement d'obédience Al-Qaïda, qaïdiste, et en mouvement d'Al-Qaïda daeshiste. Le grand prétexte de tout ça, c'est la guerre au terrorisme. Elle a permis l'arrivée des armées. Les Français jouent un rôle capital puisque sous Giscard d'Estaing, sous François Mitterrand et sous Chirac, la France est pour le compte du bloc occidental et des Américains le gendarme de l'Afrique. Jusque 1975, sous De Gaulle et Pompidou, il y a une lutte d'influence ouverte entre la France-Afrique et les Américains pour le contrôle de l'Afrique. Les gaullistes sont anti-américains et on voit même des opérations de barbouze pour la sécession du Biafra, par exemple, qui est organisée par Elf, on en parlait, par les réseaux de Focard contre les multinationales du pétrole américaines. À partir de 75, c'est un président pro-américain, Giscard d'Estaing, et il va avoir la première phase du vol des décolonisations africaines. C'est l'époque donc où la France est la gendarme de l'Afrique. En 2007, il y a un phénomène, un tournant géopolitique, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a eu l'affaire de l'Irak. Aux Nations Unies,
De Villepin, qui est le ministre des Affaires étrangères de Chirac, s'oppose frontalement à l'invasion américaine et à Bush II, et les néoconservateurs américains décident de se consacrer directement à la recolonisation de l'Afrique et donc à intervenir. C'est la constitution de l'Africom et qui est conçue par Bush II en 2007, mais qui est organisée par Obama en 2008. Ce sont le même personnel politique qui fait tout ça. C'est un think tank américain qui s'appelle l'Atlantic Council et qui est encore aujourd'hui aux affaires, à la domination de la politique de Donald Trump en Afrique, avec des gens comme Peter Pham, comme Tibor Nagui, comme Donald Woods au Soudan, etc. À partir de cette époque-là, la France agit en Afrique, elle conserve le contrôle du précaré français, elle renforce son emprise grâce à la guerre au terrorisme et elle est la meilleure assistante des Américains. En 2016, l'histoire d'amour continue puisque 2017, le général Mattis, c'est les premières semaines du régime de Trump, arrive sur la base française de Djibouti. Il déclare que la France est le nouveau shérif de l'Afrique pour Trump, qu'elle fait bien son travail et qu'elle est en charge des affaires africaines. L'histoire d'amour va mal se terminer. La France fait mal son travail. Elle perd la guerre du Sahel en 2019-2020 face aux djihadistes. Elle est trahie. C'est l'affaire actuelle, c'est un nouveau tournant géopolitique. Elle est trahie au bénéfice de la Turquie au sein de l'OTAN par Trump et l'axe Paris-Washington est remplacé au sein de l'OTAN par un axe Washington-Ankara. La présence française, donc, c'est une présence fragilisée. Les Français utilisent l'affaire de Libye pour déstabiliser la France-Afrique, pour la Centrafrique, excusez-moi, pour déstabiliser le Mali, pour intervenir au Niger, au Cameroun, etc. Le but de tout cela, sous prétexte de guerre au terrorisme, c'est de renforcer la présence militaire grâce aux opérations Sangaris, Serval, Barkhane, etc.,